J'ai trouvé le piton. Puis, je vous ai mis l'adresse de notre site web dans le chat. Vous allez retrouver là-dessus la présentation du jour. Puis comme je le disais un peu plus tôt, dans la présentation, chaque fois que vous voyez le logo soutien du TIC, c'est qu'il y a une capsule qui explique ça en détail. Donc, soit moi, soit mes collègues qui vous expliquent en détail tout ce qu'il faut faire pour arriver à faire plus lentement ce que je vais avoir fait très rapidement aujourd'hui en survol. On va entendre encore quelques minutes là, parce que les premiers invités avaient reçu un lien sur Meet. Mais comme j'ignorais si on allait dépasser la centaine de participants, ce qu'on n'est pas du tout, fait qu'on aurait pu rester, mais j'ai préféré faire la rencontre sur Teams pour ne pas avoir à vous changer d'une salle à l'autre. Donc, il y a quand même quelques invités qui sont encore dans le Meet, qui s'en viennent, ils vont nous rejoindre. Ça ne sera pas très long. Je vais commencer. Alors, je vous demanderai de vous rendre. J'ai mis le clavardage du site de nos CP numériques. Marie-André. C'est ce que vous voyez à mon écran. Vous allez descendre. Merci. Donc, on va commencer. C'est Marie-André, ma collègue, qui dit aux gens de se rendre ici. Je suis bien contente de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Lisiane, je suis conseillère en intégration du numérique au Centre de services de la Rivière-du-Nord depuis moins d'1 an, là, depuis après la relâche l'an dernier. Cet après-midi, dans le fond, je me propose de faire là, un survol éclair des grands essentiels. Par ça, je veux dire que je ne pourrai pas répondre à toutes vos petites questions précises. Puis des fois, il y a des choses que vous voulez faire qui se font, mais qu'on ne pourra pas expliquer cet après-midi. Par contre, il y a une période de questions qui va suivre. Il y a ma collègue France qui est avec moi cet après-midi. Et demain matin, moi et mon collègue Sébastien, on fait une période de disponibilité. Donc, sur notre site Soutien du TIC, je vais vous montrer comment y accéder tantôt aussi. En haut, il y a un bandeau. Quand on est dans notre bureau virtuel, Sébastien et moi, le bandeau, il est vert. Il y a un bouton. Vous pouvez rentrer dans le bureau puis venir poser une question. C'est l'équivalent de nous dire bonjour au bureau avec vos petits problèmes. Puis sinon, il y a toujours moyen de prendre un rendez-vous ensemble pour se jaser de vos projets numériques. Donc, je vais vous partager mon écran. Faire ça. Ah, si le ministre va parler. Oui, le ministre va parler, mais votre micro, il est ouvert. Je le sais, le ministre Roberge a choisi le même moment que moi pour parler. Quel merveilleux timing. Donc, je vous partage mon écran. Ça ne sera pas très long. Comme je ne savais pas si on allait être plus d'une centaine, j'ai passé à Teams, comme je le disais tantôt. Mais ça reste que parce que la limite maximale de participants sur un Google Meet, c'est 100 personnes. Donc, comme je ne savais pas si on allait dépasser la centaine de personnes, on est sur Teams. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment utiliser les outils Google.
Donc, vous devriez voir mon écran en ce moment. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va vraiment voir les bases. Je me propose de faire 3 grands blocs avec vous. Ça ne sera pas long, on va y arriver. Tout comme ça ici. Je vais faire lire. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vous demande de l'indulgence et de la tolérance. Je mets tout ça sur la carte de la nouvelle CP aujourd'hui. Donc, lire, ça devrait fonctionner. Je suis branchée filaire, puis mon Internet a de la difficulté. Excusez-moi. Pour répondre à M. Duprof, vous pouvez prendre le temps d'écouter le ministre, puis je vous ferai suivre la formation qui est enregistrée. Par contre, comme j'avais déjà envoyé mon invitation bien avant le ministre, je ne pouvais pas me permettre de changer l'heure à la dernière minute. Donc, voilà, 3 grands blocs aujourd'hui. On va revenir. Google Meet, qui est pour la vidéoconférence. Google Classroom, qui est votre centre de travail, votre classe virtuelle, puis la gestion de vos fichiers. On le sait, la plupart de vos fichiers que vous avez dans votre ordinateur, c'est des fichiers PDF qui sont peu compatibles avec de l'enseignement à distance. Fait que je vais essayer de vous montrer quelques alternatives pour vos fichiers. Finalement, je vais vous présenter un survol de notre site web, Soutien du TIC, puis il va y avoir une période de questions. L'objectif, c'est de vraiment laisser le plus de temps possible à vos questions pour vous permettre de démarrer le plus rapidement possible. Donc, premier bloc est sur Google Meet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ma présentation puis je vais aller directement présenter mon écran d'un Meet, mais vous avez dans ma présentation un espèce de résumé de tout ce que je vais présenter dans les prochaines minutes. Donc, ici, vous avez... Oups, il y a quelqu'un dont le micro est ouvert. Donc, un Google Meet, ça se présente comme ça. Là, ma caméra, elle est fermée pour éviter que l'ordinateur explose parce que j'aurais 2 vidéoconférences ouvertes en même temps. Mais ça se présente comme ça. Les différents paramètres, puis il y en a quelques nouveaux. Là, même pour ceux qui ont enseigné à distance l'année dernière, il y a quelques options pratiques. Il n'y en a pas qui ont disparu. Il y en a juste des nouvelles qui se sont ajoutées. Fait que si on commence en bas à droite, ici, vous avez un petit icône de bouclier. Ça, là, il faut le voir. Parfait, merci. Votre micro est ouvert. Donc, la personne qui vient de dire merci. Ici, vous avez le bouclier. Le bouclier dans votre tête, ça devrait dire gestion de classe. C'est là où je vais aller gérer les paramètres de ma classe. En premier, là, j'ai cliqué sur le bouclier. Vous avez gestion de l'hôte. L'hôte égale le prof. C'est celui qui a créé la rencontre. Si vous fermez le piton, ça veut dire tous les élèves deviennent des profs. On laisse le piton allumé. Okay? Vous voulez regarder le contrôle de votre classe. Le piton, il doit rester allumé. Ensuite, vous allez décider quelles sont les permissions que vous donnez à vos élèves. Si vous êtes plus du genre anarchiste, ça ne vous dérange pas ce que les élèves font, bien, vous pouvez tout laisser les pitons à on. Ça veut dire les élèves vont pouvoir partager leur écran, écrire dans le clavardage, allumer leur micro, puis allumer leur vidéo. Sinon, bien, vous pouvez, sur mesure, déterminer ce que vous allumez et ce que vous fermez. Donc, est-ce que vous voulez permettre aux élèves de partager le contenu de leur écran? Si oui, bien, on le met à on, sinon, on le met à off. Est-ce qu'on veut qu'ils puissent écrire dans le clavardage, dans le chat pendant qu'on enseigne? Si oui, on écrit, on le met à on, sinon, on le met à off. Même chose pour le micro, puis ça, c'est la grosse nouveauté. Avant, on pouvait fermer un par un les micros des élèves, mais il n'y avait rien pour les empêcher de le réouvrir.
Là, nouveauté, tada! Juste à temps pour notre super deuxième confinement. Il est permis de maintenir fermés tous les micros des élèves. Ils n'ont donc pas la possibilité de l'ouvrir. Et même principe pour activer la vidéo. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez des questions, juste utiliser le clavardage ou les noter pour la fin, parce que je veux vraiment essayer de garder ça en 1 heure pour pouvoir partager l'enregistrement aux collègues. Bon, ben écoute, c'est que du revu ou du réchauffé pour Rémi, là, vu qu'elle a déjà passé une année en enseignement virtuel en Ontario. Fait que c'est correct, fait que on n'a pas de problème, fait que je vais regarder si ça, ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui a un micro ouvert? Merci. Donc, les questions, là, soit les écrire dans le clavardage, c'est vraiment sur la poutine. Sinon, pour le contenu, notez-les, puis à la fin, je vais répondre aux questions. Donc, activez la vidéo, mais si vous désactivez ça, c'est automatiquement toutes les caméras des élèves vont être fermées. Celle-là est un peu plate, là, on veut leur voir la binette le plus possible, mais ça ne peut pas les forcer à ouvrir leur vidéo et ça ne peut pas les forcer à ouvrir leur micro. Vous comprendrez qu'il y a un petit principe de confidentialité et d'intimité, là. Hein, s'il se passe quelque chose à la maison et que l'élève ne veut pas que vous le voyez, bien, il a le droit à son intimité lui aussi. On ne peut pas forcer l'ouverture d'un micro ou d'une caméra. Voilà pour les paramètres de l'autre qui sont vraiment, vraiment vos meilleurs amis. On retient le bouclier, c'est ma gestion de classe. Vous ne pouvez pas faire ça en classe, dire à tous vos élèves en même temps, taisez-vous puis qu'ils se taisent. À distance, vous pouvez. Il faut bien qu'il y ait un avantage. Ensuite, le deuxième bouton, là, qui sont les 3 petites formes, ce sont les activités. Je ne m'attarderai pas là, mais si vous êtes un petit peu plus avancé, ce sont des paramètres que vous allez pouvoir utiliser. L'enregistrement est encore disponible pour quelques jours, voire quelques semaines dans la version gratuite de Google que nous, on a. Vous pouvez donc enregistrer une vidéoconférence, mais ça ne sera plus disponible à partir de mi-janvier. Peut-être un peu plus tard, là, quand il va y avoir les nouvelles mises à jour. Par contre, vous pouvez ouvrir un tableau blanc. À partir de là, ça ouvre l'application Jamboard. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui de qu'est-ce que Jamboard, mais il y a plusieurs capsules sur notre site Internet qui détaillent ce que fait Jamboard puis quelles sont ses possibilités. Si vous avez besoin de plus d'accompagnement sur cet outil-là, écrivez-moi un courriel, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Le troisième bouton à partir de la droite, c'est le clavardage. Donc, ça va. Ici, j'ai le même bouton que dans ma section gestion de classe, permettre à tous d'envoyer des messages. Ce qui est le fun, c'est que ce bouton-là, à n'importe quel moment pendant mon cours, je peux l'allumer et l'éteindre. Donc, si je veux que les élèves utilisent le clavardage pour une raison pédagogique, fait que par exemple, je leur dis « Hey gang, écrivez-moi un mot avec le son « 1 ». Puis là, ils vont dans le clavardage, ils peuvent écrire. Bien là, à ce moment-là, on va activer le clavardage. Puis dès que vous recommencez, par exemple, vous faites une animation de lecture, vous pouvez refermer le clavardage. Même chose pour les micros. Quand on force l'arrêt des micros, les élèves ne peuvent pas continuer à ouvrir leur micro. Il va falloir débarrer l'option dans notre menu bouclier. Donc, ça, c'est pour le clavardage. Le quatrième icône, c'est celui des participants. C'est là où vous allez voir tous les élèves qui sont connectés à votre rencontre. C'est à partir de là aussi, vous allez voir dans les options que vous allez pouvoir retirer un élève de la rencontre. Fait qu'un élève qui manquerait de respect ou qui ne respecterait pas vos consignes, selon les normes de gestion de classe qui ont été établies par votre école, mais à ce moment-là, vous pouvez le retirer de la rencontre. Il y a une petite procédure à faire qui n'est pas très longue. Il y a quelques clics pour qu'il puisse réintégrer votre groupe par la suite. Il y a une capsule sur notre site qui vous explique comment faire ça si jamais ça devait vous arriver. OK? Fait que l'élève, il ne pourra pas rentrer dans votre cours tout de suite. Il va falloir que vous fassiez quelques clics pour lui permettre de revenir. C'est aussi là que vous pouvez fermer le micro d'un élève ou épingler un élève qui parle épinglé.
ça veut dire voir en plus gros ou en priorité. Fait que si vous faites des présentations orales, vous pourriez décider d'épingler certains élèves pendant qu'ils parlent, par exemple. Donc, ça, c'est pour le menu participant. Il y a le bouton son désactivé pour tous les participants. Ce bouton-là, il est différent de la gestion des micros. Ça veut juste dire, les élèves discutaient, je ferme les micros, mais s'ils le veulent, ils pourraient le réouvrir. Utile quand on ne veut pas bloquer l'accès, mais qu'on veut un élève qui a oublié de fermer son micro pendant qu'on parle, on peut cliquer sur désactiver le son pour tous. Ça va taire tout le monde. Ils vont pouvoir ensuite le réouvrir. Je pense à une classe de présco où juste trouver le bouton pour l'allumer peut être complexe. Là, peser sur le bouton à la fin pour le fermer, des fois, on oublie. On peut le faire individuellement pour chaque enfant, mais on peut le faire pour tout le groupe. Fait que des fois, quand on ne sait pas, comme là, à 60 quelques participants, on ne sait pas qui parle, mais on clique sur le bouton, ça tait tout le monde. Ensuite, le petit i pour information de connexion. Donc, ça, c'est pour partager le lien de votre rencontre Google Meet avec d'autres personnes. Donc, les informations, en cliquant sur le bleu, là, je peux ensuite coller ça dans CISA, dans un courriel, dans mon Classroom. Il y a un lien Meet déjà intégré à Classroom. Là, on va voir celui-là, il fonctionne un peu différemment. Les élèves y ont accès directement dans Classroom, on n'a pas besoin de leur envoyer. Mais si vous voulez faire une rencontre avec vos collègues ou votre direction, vous créez un nouveau Google Meet, vous leur envoyez. Je vais vous montrer comment on crée un Google Meet. Ça ne sera pas long. Ensuite, si on continue à faire le tour des fonctions, je vais avoir le bouton raccrocher. Raccrocher, c'est pour terminer la rencontre, mais là, il y a deux options, puis c'est vraiment très important pour vous. Quand je vais cliquer sur le bouton raccrocher, j'ai soit quitté l'appel ou mettre fin à l'appel. Quitter l'appel, ça veut dire que les personnes qui sont dans l'appel vont rester là. Je suis en train de donner un cours, je quitte l'appel, c'est comme l'équivalent de il y a des élèves dans ma classe et je m'en vais au photocopieur. Ça veut dire que les élèves sont seuls et sans surveillance. Pas une bonne idée. On va mettre fin à l'appel et automatiquement, toutes les personnes qui étaient dans la rencontre sont sorties de la rencontre. Ça va toujours? Ensuite, dans les paramètres, vous avez beaucoup de paramètres. Ça, c'est les trois petits points. Là. Nous, on l'appelle affectueusement le bonhomme de neige. Hein, les trois petits points, un par-dessus l'autre. Celle que vous allez vouloir utiliser, c'est modifier la mise en page. Ça va modifier comment vos élèves sont organisés à l'écran. Vous avez soit en tuile, donc une tuile par élève, ou en projecteur, ça, c'est la personne qui parle. Et en bas, je peux augmenter la quantité de personnes que je vois à l'écran. Moi, je vous conseille de le maintenir au moins à 30 parce que c'est le nombre de personnes que vous risquez d'avoir au maximum dans votre visioconférence. Ensuite, ce qui reste, c'est assez évident, puis il me reste un paramètre à vous montrer dans le bouclier. Lever et baisser la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la catégorie participants, quand un participant lève sa main, il devient en haut, puis ils sont dans l'ordre où ils ont levé la main. Fait que le premier élève qui a levé la main apparaît en premier. Et contrairement à Teams, quand on est dans Meet, dès que l'élève ouvre son micro pour parler, sa main se baisse automatiquement. C'est une belle fonction de Google Meet. Puis ensuite, caméra et micro, allumez votre caméra et votre micro. La dernière chose dont il me reste à vous parler dans l'interface de Google Meet, c'est dans notre petit bouclier encore. Quand je vais en bas, dans Accès à la réunion, il y a l'accès rapide. Accès rapide, ça veut dire que les élèves peuvent entrer dans la salle sans attendre. Puis là, je dis élèves, mais le même principe s'applique si vous envoyez le lien à un collègue pour faire une rencontre à 2 ou à 3 ou à un parent. L'accès rapide, ça veut dire qu'il pourrait arriver avant vous dans la rencontre.
Si on désactive l'accès rapide, comme je l'ai fait, ça crée une salle d'attente. Fait qu'automatiquement, les élèves vont être placés dans la salle d'attente. Dans Meet, quand on utilise le lien qui se trouve dans le Classroom, celui-là, il est particulier. La salle d'attente ne fonctionne pas de la même façon. La salle d'attente fonctionne selon un principe, c'est-à-dire que les élèves ont accès à la salle seulement si l'enseignant y est. Fait qu'il n'y a pas de salle d'attente. Ce lien-là, et ça, c'est différent de quand vous l'avez fait la dernière fois. C'est une des nouveautés de Google. Quand vous entrez, vous, dans la salle, vous allez avoir l'impression que vos élèves étaient déjà là, mais c'est juste qu'ils sont entrés exactement en même temps que vous. Donc, il ne peut pas avoir d'élèves dans la salle, dans le Meet, tant qu'il n'y a pas un enseignant. Donc, ça fait le tour des fonctionnalités de Google Meet. Je vais essayer de m'en aller à la prochaine diapositive. La question qui revient le plus souvent, c'est comment je peux créer des équipes dans Google Meet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Centre de services de la Rivière-du-Nord, on a 2 environnements numériques d'apprentissage différents. Je vais revenir à cette question-là, Myriam, ça ne sera pas long. On a 2 environnements numériques d'apprentissage différents. Le premier, c'est Microsoft Teams qui est utilisé par les gestionnaires. Pour celui-là, on paye. Puis c'est là-dessus qu'on a nos courriels. C'est tout le côté administratif du centre de service qui est sur Microsoft. Le côté éducation, pédagogie est sur Google, mais on ne paye pas pour Google. Donc, il y a certaines options qui sont disponibles dans d'autres plateformes pour lesquelles on paye, mais que dans la version gratuite, on n'y a pas accès. Fait qu'on n'a pas un bouton « Créer des équipes automatiques » dans Meet. Il existe, mais dans la version payante que nous, on n'a pas. Par contre, il y a moyen d'y arriver avec 2-3 manipulations supplémentaires. Je vous dirais que si vous êtes vraiment débutant en matière d'enseignement à distance, on n'ira pas là. On n'ira pas là. Okay? Ça vous demande trop de manipulations. On va rester dans une salle de classe de base. Vous avez les étapes dans mon diaporama là, que j'ai partagé avec vous. Là, je vais y aller rapidement. C'est beaucoup de petits détails. Si vous avez des questions, si vous voulez le faire avec moi, ça va me faire plaisir de vous le montrer plus tranquillement plus tard. Donc, si on regarde, bon, petit principe, l'enseignant doit être dans la salle pour que les élèves y accèdent, puis les élèves n'ont pas accès à créer des meets eux-mêmes. Fait que tu ne peux pas dire à tes élèves, ben, crée-toi un meet, puis invite tes amis. Ils ne peuvent pas créer des meets dans leur plateforme Google. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vous créer un Google document, qui est l'équivalent de Microsoft Word, là, pour ceux qui sont nouveaux dans l'univers Google, et de créer un tableau. Donc, une fois que j'ai créé mon tableau dans un Google document, je vais venir créer différents meets. Si je peux changer la page. Oui. Je vais créer des liens Meet. Oups, excusez. Je vais revenir un petit peu en arrière. Ça a été trop vite. C'est gelé. Je vais vous le montrer ici. Fait que quand créer un Meet, comment on fait ça? Quand l'ordinateur fonctionne bien, ça va un petit peu plus rapidement. Quand j'ouvre une nouvelle page Google, google.com, en haut à droite, je vais avoir ma gaufre. Je vais donc aller dans la gaufre et je vais venir sélectionner Meet. Ça va créer une nouvelle rencontre. Et là, j'ai plusieurs choix. Je vous avais dit tantôt, je vais choisir. Quand je clique sur « Nouvelle réunion », créer une réunion qui se tiendra plus tard, démarrer une réunion instantanée ou programmer dans l'agenda. Programmer dans l'agenda, quand on commence, on n'est pas rendu là, ça nous demande d'utiliser un autre outil. La plupart du temps, vous allez démarrer une réunion instantanée puis vous allez partager les informations de connexion. On se rappelle tantôt, quand j'étais dans mon Meet,
j'allais dans les informations, je venais copier les données de connexion. Puis, je vais aller les coller dans mon tableau. Ce que ça va faire, si je suis capable de reculer. Le bloc. Créer des équipes. Excusez-moi, on est un petit peu plus lent. On y arrive, on y arrive. Le bloc. Donc, ensuite, let's go. Collabore. Les joies de la technologie. Bon, je vais venir coller tous mes liens. La présentation dans laquelle je suis en ce moment, elle est sur la première page de notre site web Soutien du TIC. Donc là où vous êtes passé pour vous connecter, là, la présentation, elle est affichée. Fait que vous y avez accès. Fait que je vais venir coller les liens Meet des rencontres que je vais créer. Vous comprendrez, il faut que je vienne créer autant de salles que je veux avoir d'équipes. Ensuite, je peux venir inscrire les élèves dans les autres colonnes ou je peux partager le document avec les élèves pour qu'eux puissent écrire leur nom. Là, ça dépend de votre gestion de classe. C'est la même chose qu'en classe si vous prépariez les équipes d'avance ou vous laissiez les élèves. Je vous dirais qu'à distance, j'aurais tendance à les structurer un petit peu plus. Puis à leur donner leurs équipes à l'avance. Ensuite, dans Classroom, que je vais vous montrer tantôt, je viens partager ce document-là avec les élèves. Puis là, au moment où c'est rendu le temps, je leur dis « OK, les amis, on s'en va dans Classroom. Vous allez trouver votre nom et vous cliquez sur le lien. » Les élèves vont donc se connecter à une deuxième rencontre avec leur petite équipe. Quand je vous disais, quand on commence en enseignement à distance, ça nous demande un petit peu plus de manipulation. Ça se peut que la première fois que vous le fassiez, moi, je me donnerais comme attente avec les élèves de « Aujourd'hui, on va juste se pratiquer à aller en équipe, puis on va revenir en grand groupe. » Et ça soit l'activité pour votre période. Juste ça pour pratiquer avec les élèves à sortir d'un Meet pour aller dans un autre. Ensuite, là, il faut comprendre que vous, si vous voulez vous promener d'une équipe à l'autre, c'est l'équivalent d'avoir installé 5 micros dans votre classe et d'écouter tout ce bruit-là en même temps dans vos oreilles. C'est vraiment intense. Il n'y a pas de solution parfaite parce que la façon dont la plupart des navigateurs web sont faits, c'est que ça coupe, quand on coupe le son, on ne peut pas couper le son d'un onglet seulement, on coupe le son d'un site web. Fait que si on a 5 onglets Meet, c'est tout le même site web, ça va couper le son tout en même temps. Il y a certaines extensions qui existent. Puis là, c'est là où je vous amène, ça nous demande plus de manipulation, c'est pas facile. Une extension, là, c'est un développeur, un programmeur qui a créé un code qui permet de faire quelque chose que Google ne faisait pas à la base. Mais comme ce n'est pas Google lui-même qui l'a programmé, des fois, il y a des mises à jour que Google fait, puis ça prend du temps avant que les extensions soient mises à jour. Moi, je vous suggère une extension qui s'appelle Mute Tab. Ça va ajouter à côté de votre pièce de casse-tête ou dans votre pièce de casse-tête ici une extension et ça va vous permettre d'éteindre le son d'une rencontre. Fait que si vous avez une rencontre Meet dans cet onglet-là, une autre rencontre Meet dans cet onglet-là, bien, en l'ayant installé, vous allez pouvoir éteindre le son d'un onglet seulement ou de tous les onglets, de le rallumer pour un seul et ainsi vous promener d'une équipe à l'autre. Comme je vous disais, des fois, ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faut entrer et sortir des rencontres à chaque fois. Puis là, on laisse les élèves seuls dans leurs petites équipes pour quelques minutes. Mon astuce, quand ça fonctionne bien, c'est de fermer votre caméra et votre micro, puis d'y aller en espion. Vraiment avoir accès au travail des élèves, juste pouvoir les observer, les écouter.
Vous pouvez utiliser le clavardage pour leur rappeler combien de temps il leur reste ou pour ajouter une question supplémentaire. Encore une fois, ça va être nouveau pour vos élèves aussi, ce qui veut dire que tout ça doit être pratiqué. Fait que ça se peut que, comme je vous disais, la première fois, donnez-vous le loisir de faire que l'activité s'assoie, se pratiquer, à se mettre en équipe. Pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là, je viens de voir des questions dans le clavardage. Pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là, il faut utiliser absolument votre adresse CSRDN. Tous les employés du centre de service ont accès à un compte Google avec leur adresse CSRDN et c'est le même mot de passe que celui que vous utilisez pour ouvrir les ordinateurs du centre de service ou avoir accès à votre courriel. Donc, ça fait le tour de ce qu'on peut faire pour faire une équipe, pour faire des sous-groupes dans Meet. Comme vous voyez, puis je vais le répéter, lancez-vous pas là-dedans avant d'avoir maîtrisé toutes les autres fonctions. C'est un défi supplémentaire. Je vais vous parler de différentes astuces pour utiliser soit un téléphone cellulaire, même mot de passe, oui, ou un iPad. On peut être connecté plus qu'une fois à un Google Meet, ce qui va nous permettre, par exemple, d'avoir une feuille placée sur la table, d'utiliser une boîte, là, vous ne la voyez pas, mais j'ai une belle boîte, de déposer le iPad et de s'en servir comme caméra document pour filmer des manipulations, par exemple. Fait qu'on va se connecter une deuxième fois à l'aide d'un appareil mobile, cellulaire ou tablette, et on va s'en servir pour filmer ce qu'on fait. Donc, à ce moment-là, les élèves vont nous voir le visage dans le premier Meet qui est sur notre ordinateur et nos mains ou la feuille ou ce qu'on veut qu'ils voient sur l'appareil mobile. Fait qu'on se connecte à partir de l'application Google Meet qui est disponible sur Android puis sur iPad. Dans les astuces, pour partager son écran. Quand vous allez enseigner, je reviens à mon Google Meet de tantôt, il y a un petit bouton ici qui s'appelle « Partager l'écran ». Il vous permet de présenter le contenu de votre écran. Si on travaille à un seul appareil, quand je vais partager le contenu de mon écran, mais si je veux que mes élèves voient le site web, la vidéo ou autre chose, bien moi, je ne les verrai plus. Par contre, il est possible de brancher un deuxième écran et de travailler en bureau étendu. J'ai fait une capsule là-dessus. Encore une fois, ça demande un petit peu plus d'étapes pour travailler à deux écrans, mais ça répond à la question comment je fais pour partager mon écran et voir mes élèves en même temps. Comme en ce moment, vous êtes sur ma télévision, puis je vous partage le contenu de mon ordinateur. Fait à la gang, tous ceux qui ont la caméra allumée, bien, vous apparaissez presque aussi grand que moi au lieu d'apparaître en tout petit. Puis ça me permet de voir le contenu de ce que je vous partage et de vous voir en même temps. Fait que vous avez deux options, trois en fait, mais moi, je vous en recommande deux. L'onglet, c'est juste cette petite partie-là ici. C'est un seul site web que je partage à la fois. C'est ça, un onglet. Fait que je peux partager un onglet. Le seul moment où je vous recommande de choisir cette option-là, c'est quand vous présentez une vidéo, parce que c'est ça qui va nous donner la meilleure qualité audio. Mais on s'entend, ça reste quelque chose qui filme votre écran, qui est transmis dans une visioconférence. Ça ne sera pas parfait. Mais c'est le meilleur moyen, c'est ce qui nous optimise la qualité. Là, tout ce que je dis, là, c'est tout réexpliqué en plusieurs petites capsules. Mais un onglet pour partager de la vidéo. Sinon, le reste du temps, on va dire la totalité de votre écran. Et là, vous voyez ce qui apparaît sur ma télévision parce que j'ai un deuxième écran de branché et ce qui apparaît sur mon ordinateur. Je ne peux pas encore cliquer sur le bouton « Partager » parce que je n'ai pas dit à Meet quel écran je voulais partager. Une fois que je vais avoir cliqué sur l'écran, là, il devient bleu autour. Là, je vais pouvoir cliquer sur mon bouton « Partager » et mon écran va être partagé avec mes élèves.
je peux arriver à la même astuce en branchant 2 ordinateurs ou un iPad puis un ordinateur, en présentant mon écran sur un, donc en me connectant 2 fois, en présentant mon écran sur un, puis en participant avec mon visage sur l'autre. Ça, c'est une astuce qui est moins compliquée. Donc, vous pourriez avoir votre iPad pour parler à vos élèves, puis votre ordinateur pour présenter votre écran. Vous verriez vos élèves sur le iPad, puis les élèves y verraient quand même le contenu de votre écran. Voilà, je regarde s'il y a des questions. Moi, ce que j'ai fait là, à chaque fois que vous voyez, je vais revenir ici, à la diapo 12, là, on a un bel exemple. C'est long. Chaque fois que vous avez le logo soutien du TIC, là, ça vous amène vers mon site web, vers les capsules appropriées pour parler de ça. Fait que tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, chaque fois qu'il y a le logo, ça vous dit « Ah, il y a une capsule là-dessus sur le site ». Fait que ça va vous permettre de l'utiliser comme référence. Je vais passer par-dessus parce que je vois le temps avancer puis il me reste d'autres choses à vous présenter. Je veux parler de Classroom, mais aussi moyen directement à partir de Google Présentation de présenter directement dans un Meet. Je vous dis que c'est possible. Il y a une capsule qui l'explique. Ensuite, on passe à Classroom. C'est sûr que moi, là, mes collègues ils disent que mon jupon dépasse. Moi, je suis vendue à Classroom et à la suite Google. C'est ce que j'utilise au quotidien. Je vous dirais que vous devez enseigner lundi, puis en ce moment, juste Google Meet, ça vous a fait... Tenez-vous-en à Meet, puis partagez comme vous partagiez déjà avec vos élèves les plans de travail, que ça soit par courriel aux parents, par ci, ça, par mosaïque. C'est correct. C'est sûr que d'utiliser Classroom, ça va vous simplifier la vie fois 1000 parce que Classroom, c'est une classe en ligne. Fait que tout est intégré dans le même environnement. Pour créer un cours, c'est rien de compliqué. On va aller dans notre gaufre, comme je vous ai montré tantôt. Je vais y retourner pour vous montrer c'est où. Fait qu'on va aller dans notre gaufre, puis là, on va sélectionner l'application Classroom. Qui est ici. Et quand je vais avoir ouvert mon Classroom, et là, pour l'avoir de disponible, je vois vos points d'interrogation, il faut vraiment être avec notre adresse CSRDM. Si elle n'apparaît pas, il y a un bouton plus bas, avoir accès à plus d'applications, là, vous allez l'avoir. Puis une fois que vous l'avez utilisé une fois, elle devrait apparaître dans votre gaufre, dans le lanceur d'applications. Donc, une fois que je suis... là, tout ce que je dis est aussi dans mon diaporama, puis aussi en capsule vidéo. Donc, pour créer un cours, pour ceux que ce ne serait pas déjà fait, là, je pense aux nouveaux enseignants qui viennent d'être engagés, qui commencent aujourd'hui, le plus, et créer un cours. Vos élèves, eux, n'ont pas la possibilité de créer un cours. Ils peuvent juste rejoindre un cours existant. Mais sinon, je peux créer un cours. Les 2 seules choses qui vont apparaître et qui vont être visibles aux élèves, c'est le nom du cours et la section. Voyez-le comme le titre et le sous-titre. Une fois que j'ai créé mon cours, je clique sur le bouton « Créer » et ça va faire quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que l'élève va voir. Sébastien, qui est mon collègue, et moi, on s'est créé un Classroom. Sébastien, c'est le prof, puis moi, je suis l'élève. Fait que lui, il a mis le titre, c'est « Test Seb et Lisiane ». Le sous-titre, c'est, pour qu'on se rappelle, là, Seb est prof, Lisiane est élève. Mais vous, ça pourrait être classe de Madame Marie-Claude, 2e année, école Prévost. Ensuite, une fois que je suis dans mon cours, là, moi, je vais aller dans le mien, dans mon cours, qui s'appelle Le palpitant cours de Madame Lisiane. Je veux inviter des élèves parce que j'ai besoin d'élèves parce que sinon, je vais donner des cours à moi toute seule. Ça ne va pas très bien.
Donc, je vais aller en haut dans la catégorie participants. C'est là que je peux aussi inviter un deuxième prof. Je pense aux gens au primaire qui ont un enseignant qui fait une journée par semaine. Bien là, on peut ajouter un enseignant. Deux possibilités, soit qu'elle se crée son propre classroom, puis les élèves vont naviguer. Vous avez vu, j'avais tous mes cours alignés un à côté de l'autre. Fait que les élèves vont naviguer d'un classroom à l'autre, ou vous êtes deux enseignants dans le même classroom. Ça dépend des modalités qui ont été décidées par votre école. Fait qu'il va falloir questionner vos collègues sur leur modalité. Pour les spécialistes puis les enseignants du secondaire, ce qu'on vous recommande, c'est de vous créer un classroom par groupe. Inquiétez-vous pas, quand vous donnez un devoir à un groupe, vous pouvez réutiliser le même devoir pour plusieurs groupes ou même l'assigner en même temps à tous vos groupes. Fait que c'est pas compliqué, là. Mais d'avoir un groupe de classroom par groupe à l'école, ça va vraiment vous aider. Donc, ajouter des élèves. Je vais cliquer sur le petit plus. Je peux soit envoyer le lien d'invitation à mes élèves par courriel. C'est compliqué. Personnellement, ce que j'aime mieux faire, il y a une petite procédure qui est expliquée. Là, je vous ai mis le lien aussi, qui vous permet d'aller dans GPI, qui existe encore juste pour ça. Là. Allez copier-coller les adresses courriels de vos élèves. Ça prend 3 minutes. Si vous produisez une liste à carreaux avec les adresses courriels, vous copiez-collez les adresses courriels et vous venez les coller directement ici. Si on va faire bouton droit coller, ça va coller l'entièreté des adresses courriels de mes élèves que j'ai été copiées dans mon GPI. Et automatiquement, les élèves vont recevoir une invitation. Ça va apparaître dans leur classroom. Vraiment plus facile de cette façon-là. Juste copier-coller les adresses courriels des élèves. Sinon, avec les plus vieux, si je reviens à la page d'accueil, chaque cours a un code de cours. Donc, on peut donc communiquer le code de cours soit aux parents, soit aux élèves. Quand ils vont arriver dans le classroom, ils vont cliquer sur le plus. Au lieu de faire créer un cours, ils n'ont pas cette possibilité-là. Ils vont faire rejoindre un cours et ils vont entrer le code du cours. C'est les 3 façons d'avoir accès à Classroom pour vos élèves. Dites-vous qu'eux l'ont déjà fait. Pour la plupart, l'ont déjà fait l'année dernière et les années d'avant. C'est plus nouveau pour nous que pour eux. Fait que ça, c'est une fois que j'ai mes élèves dans mon Classroom, pour qu'ils voient les travaux et les devoirs, mais il va falloir qu'ils acceptent de participer à votre cours. Fait que, une fois de temps en temps, allez voir les participants. Vous allez avoir en gris les élèves qui n'ont pas encore accepté votre invitation, puis en bleu ceux qui y sont. Important, on n'invite pas les parents de nos élèves dans Classroom. On invite les élèves dans Classroom. C'est super important. Parce que sinon, les parents ne feront pas les devoirs. Vous allez avoir des notifications de travaux non remis. Vous ne voulez pas ça. Non. Donc, vraiment juste des élèves et des enseignants qui sont dans Classroom. C'est vraiment l'équivalent de l'agenda de l'enfant. OK? Vraiment l'équivalent de l'agenda de l'enfant. Au départ, ça lui appartient à lui. Le parent peut s'asseoir avec son enfant puis regarder le contenu, mais ça s'adresse d'abord à l'élève. Ensuite, on a 2 autres catégories qu'on va vraiment plus utiliser aujourd'hui. Le flux d'actualité, c'est la même chose que sur votre Facebook. Le flux d'actualité, c'est le mur, le babillard de la classe. Donc, quand vous publiez un devoir, ça apparaît là, mais vous pouvez aussi y mettre des messages d'intérêt généraux. Comme, oublie pas, demain, on fait une super activité, tu dois arriver en pyjama à ta visioconférence. Ou, oublie pas demain d'apporter ton nounours au cours. Je viens du primaire, hein, je vous dis, ça apparaît des fois dans mes exemples. Donc, le flux d'actualité, vous allez voir, ça va apparaître ici. Moi, comme je n'ai pas de vrais élèves dans mon classroom, mais je n'ai pas de message d'intérêt général, j'ai des exemples de devoirs que j'ai donnés. Ensuite, il y a la catégorie travaux et devoirs. Puis là, quand je dis travaux et devoirs, c'est bien, bien large. Je vais vous donner des recommandations. Quand on commence avec Classroom, là, on y va doucement.
Je peux créer plusieurs types de documents dans Travaux et devoirs. Je peux créer un devoir. Ce qu'il faut savoir dans le devoir, c'est l'élève a quelque chose à faire et doit me le rendre. À ce moment-là, je crée un devoir. Questionnaire, ça ouvre un Google formulaire. L'élève doit répondre à des questions que vous avez mises dans un formulaire. Une question, l'élève répond directement dans son classroom à la question. Par exemple, quelle est ta couleur préférée? L'élève doit aller écrire sa couleur préférée. C'est une question courte. As-tu terminé ton devoir? Question courte. Une documentation. C'est là que ça devient intéressant. Mettons le plan de travail de la semaine. Mettons l'horaire de la semaine. Admettons les ressources sur les stratégies de lecture. Il n'y a pas de choses à rendre. C'est quelque chose à faire. Je me mets à la place des profs d'éducation physique qui vont au primaire, qui vont donner des capsules vidéo à regarder, des documents à lire aux élèves, mais ils ne demanderont pas aux élèves de première année de se filmer en train de faire des push-ups. On n'est pas là. Fait que là, on va créer une documentation. Fait que vous, ça n'apparaîtra pas comme les élèves ont des devoirs en retard. L'élève, ça n'apparaîtra pas comme un devoir en retard, mais la documentation va être disponible. Et finalement, je peux réutiliser un post que j'ai déjà utilisé. Fait que votre classe a fermé, vous voulez réutiliser un devoir que vous avez déjà fait, réutiliser le post et finalement, je peux créer un thème. Un thème, là, c'est une grande catégorie pour organiser vos devoirs. Vous n'avez jamais utilisé votre Classroom, moi, je vous suggère une organisation qui va être chronologique. On peut réorganiser tout ça quand on veut. Les élèves la voient, cette organisation-là. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser soit des dates, soit des semaines. Fait que dire, OK, tout le matériel dont on a besoin pour le 5 janvier est ici. Tout le matériel dont on a besoin pour le 7 janvier est ici. Et vous allez donner un titre à votre devoir, votre questionnaire, votre question, votre documentation qui va permettre aux élèves de se retrouver. Fait que soit par semaine, soit par jour. Donc, puis ça, là, j'ai une organisation au primaire, au secondaire. On pourrait le diviser en grandes catégories comme lecture, écriture ou par projet. Voici tous les documents dont tu as besoin pour le projet sur le roman X que tu es en train de lire. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand je crée un devoir maintenant, je vais peser sur le piton. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous donner les possibilités, puis après ça, bien, en fonction de l'utilisation que vous comptez en faire avec vos élèves, vous pourrez choisir ce que vous utilisez comme fonction. Je vais commencer par donner un titre à mon devoir. Je vais donner les instructions à l'élève. Lis ce texte et blablabla. Je peux jumeler à mon devoir plus d'un document. Donc, je peux jumeler à mon devoir une feuille ressource plus un Google document dans lequel il va venir écrire ses réponses. Vous allez voir tantôt, ça va être utile quand je vais vous parler de fichiers. Je peux aussi dire, écoute cette vidéo et réponds aux questions dans le document ci-joint. Donc, ça, c'est pour ajouter un lien web. Ça, c'est pour importer un fichier qui serait sur le bureau de votre ordinateur ou sur votre clé USB. Ça, c'est pour à partir de votre Google Drive. Si vous avez déposé dans votre Drive le dossier ou le fichier. Si c'est « va sur NetMath faire des exercices », vous pouvez mettre le lien vers NetMath. Comme ça, l'élève a tout au même endroit. Et un lien vers une vidéo YouTube. Fait que ça, c'est toutes les sortes de fichiers ou de liens qu'on peut ajouter à un devoir. Ensuite, je peux dire à qui je veux donner ce devoir-là. Fait que je peux venir cocher à quel groupe je veux le donner.
Fait que dans le cas où on est un spécialiste au primaire ou un prof de secondaire, je peux dire, bien, tous mes groupes de 3e secondaire vont avoir le même devoir. Je vais cocher tous mes groupes. Et je peux même donner des devoirs à certains élèves. Fait que dans un cours, je vais avoir la liste de tous les élèves de mon cours. Je pourrais dire, je vais donner tel devoir à ces 10-là, mais tel autre devoir à ces 5-là parce que les autres, ils font de la francisation, fait qu'ils ne feront pas le même exercice de français, par exemple. Moi, je vous recommande, si vous ne comptez pas le corriger en ligne, de mettre pas de notes. Puis de dire aux élèves, je vais le corriger, puis je vais mettre mes notes dans mon cahier de notes avec le reste. Mais sinon, vous pouvez mettre une note. Je vous dirais que pour quelqu'un qui, comme moi, j'étais prof d'anglais au primaire, évaluait beaucoup par cote, le concept de note ne me parlait pas beaucoup. Fait que c'est rare que je mettais une note dans Classroom quand j'ai basculé à distance. Fait que je choisissais l'option pas de note, puis j'allais mettre en commentaire une appréciation à mes élèves. C'est comme ça que je fonctionnais. Si vous savez que vos élèves, ça va être, tu sais, surtout au primaire, là, en géométrie variable, la remise des devoirs. C'est parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui donnait des devoirs d'habitude. Mettez pas de date limite, sinon vous allez avoir, vous et eux, des notifications comme de quoi ils ont un devoir en retard. Vous êtes au secondaire. Bien là, à ce moment-là, allez mettre une date limite. Ça va permettre à l'élève que ça apparaisse dans son agenda à lui. Attention, tu as un devoir d'anglais à remettre pour telle date. Et ensuite, vous pouvez dire dans quel thème. Donc, on se rappelle, les thèmes, c'est les grandes sections de la catégorie travaux et devoirs. Dans quel thème je vais aller le ranger? Là, on est rendu dans des options vraiment plus poussées quand on est rendu à grille d'évaluation. Mon collègue Sébastien a fait des super capsules si jamais ça vous intéresse. L'autre fonction que moi, je trouve vraiment cool, elle est cachée dans la petite flèche en haut à droite. Je peux publier le devoir, ça va apparaître tout de suite. Je peux enregistrer mon devoir puis dire je vais le publier plus tard. Je peux aussi programmer le devoir, dire moi, je veux que les élèves le voient apparaître au début de mon cours, quand je vais commencer mon cours, dans 2 jours. Fait que je peux programmer la date et l'heure à laquelle le devoir va être publié aux élèves. Fait que ça, c'est pour les devoirs dans Classroom. Si on revient à Classroom, tantôt, je vous disais, la catégorie notes de Classroom, on ne l'utilisera pas beaucoup, mais c'est parce qu'il faut corriger en ligne pour mettre... j'essaie de faire 2 choses en même temps. J'essaie de lire vos commentaires. Il faut quand même, il faut qu'on corrige en ligne pour que les notes se compilent dans la catégorie notes. Comme on est dans une approche par compétence, cette catégorie-là de notes s'applique moins à nous. On utilise beaucoup plus notre jugement professionnel, fait que ce n'est pas quelque chose que je vais vous recommander d'utiliser pour le moment. Il y a 2 questions, Lisiane. Est-ce que tu veux que je te les lise? C'est Marie-André. France, elle y a répondu, je crois. Ah, parfait. Merci beaucoup. Donc, ça ferait le tour de notre Classroom. Les élèves, pour avoir accès à la visioconférence, et vous, bien, ils ont un bouton « Participer » à la visioconférence. Et ça revient à ce que je vous disais tantôt. Pour rentrer dans la salle, il faut que vous soyez dans la salle. Les élèves ne pourront pas entrer dans la salle avant vous. Vous allez tous rentrer en même temps. Moi, je le vois vraiment comme le prof à la cloche qui arrive avec ses clés dans les mains, là, puis qui ouvre la porte de sa classe, puis tout le monde rentre en même temps. Ensuite, si je reviens, il ne m'en reste pas beaucoup, il me reste juste la partie sur la gestion de vos fichiers. Là, je vais avancer dans la section Classroom dans ma présentation parce que je l'ai fait en vous présentant mon écran. Je vais vous expliquer comment on peut utiliser des PDF dans Classroom. Puis là, hier, je jasais avec une de mes collègues, puis j'ai bien aimé son analogie. Ça sera pas long. Je veux la diapo 26 pendant qu'elle arrive. Je veux que vous ayez en tête l'image de la boule Tupperware avec les petits blocs jaunes. Tu sais, la boule bleue et rouge dans laquelle on entre des formes, des rectangles, des carrés, des triangles, des étoiles.
Bien, utiliser un PDF en enseignement à distance, c'est un peu comme essayer de rentrer l'étoile dans le carré. Ça se peut qu'en forçant un peu, on réussisse à faire fonctionner la patente. Mais en partant, le P de PDF, c'est pour protected. C'est pour pas qu'on écrive dessus. Fait que quand on veut faire écrire les élèves dessus, c'est aller à l'encontre de ce que c'est un PDF. Donc, je vous propose des solutions de contournement. Il n'y en a pas une facile. La plus facile, avec des plus vieux, ça reste, fournissez-le le questionnaire, puis dites aux élèves, je te fournis un Google Doc vide. Tu sais, quand je vous disais, créez votre devoir, vous mettez le PDF, puis un Google Doc vide, puis l'élève utilise les deux. Il va voir la question, il tape la réponse. C'est le bon vieux réponse sur une feuille mobile. C'est la feuille mobile virtuelle, le Google Document. Ça, là, c'est la façon la moins casse-tête pour les profs d'y arriver. Fournir, tu répondras dans un Google Doc à part, puis les questions sont dans le PDF. La première étape, c'est de transformer votre PDF en image. Puis là, il y a quelques petites étapes à suivre pour y arriver. Je vous ai mis les avantages et les inconvénients d'utiliser cette méthode-là. Moi, c'est la méthode que j'utiliserais au primaire avec les petits parce qu'ils n'ont pas de manipulation, eux, à faire, puis ils n'ont pas besoin d'installer quelque chose. Mais c'est beaucoup plus d'étapes pour vous. Vraiment plus d'étapes pour vous, je vais vous montrer. Fait que la première des choses, on va ouvrir un Google Présentation. C'est l'équivalent de PowerPoint. C'est le orange, là, le slide. Dans Fichier, on va changer la configuration de la page, puis on va aller sélectionner 8,5 par 11 pour qu'elle ait le format d'un fichier. Puis là, je vous vois noter tout ça, là, mais vous le savez, je vous ai partagé la présentation. Là. Ensuite, une fois que j'ai une Google Présentation, qui au lieu d'être dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur, comme une feuille, là, je vais pouvoir aller dans la catégorie diapositive. Fait qu'elle se trouve en haut de votre écran. Ici, là, dans diapositive, vous allez sélectionner modifier le thème. Modifier le thème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le thème, là, c'est ce qui se passe en arrière de la page. En arrière de la page, c'est le thème. Les élèves ne peuvent pas le bouger qui est dans le thème. Puis là encore, je vous le rappelle, ça reste que c'est un plaster. C'est vraiment pas l'idéal. Ensuite, je vais me créer des thèmes vides différents, puis je vais aller faire des images de mon contenu PDF. Je vous montre à partir, dans la plupart des lecteurs PDF, il y a une petite caméra comme ça, sinon on peut faire une impression d'écran si vous êtes habitué avec ça. Vous allez faire une impression d'écran et vous allez venir la coller dans un de ces thèmes-là. C'est pas facile, mais on arrive à un beau résultat. Une fois que j'ai créé un thème, je vais sortir du module. Je vais cliquer sur le X dans le coin droit de la fenêtre. Je vais sortir du thème, puis je vais revenir dans Présentation ordinaire. C'est pour ça que je vous l'ai détaillé étape par étape dans ma présentation. Et je vais venir insérer les thèmes dans l'ordre. Fait que si j'ai plus qu'une page, bien, je vais venir insérer la page 1, la page 2, la page 3. Donc ici, là, dans le petit bouton, moi, mes thèmes, vous allez voir dans cette présentation-là, ce sont des écrans d'ordinateur différents, mais j'aurais pu créer des thèmes avec la page 1 de mon PDF, la page 2 de mon PDF, la page 3 de mon PDF, et je les insérerais un à la suite de l'autre. Ensuite, ce qu'on va faire, si je suis capable de fermer ça, j'ai presque fini. C'est la dernière étape. C'est pas bon signe, la petite roulette. Ah, le voilà. Ensuite, ce que je vais faire, 3,
Je vais ajouter des boîtes réponses, donc des boîtes de texte. Moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre vos boîtes de texte toujours de la même couleur pour que les élèves sachent que quand c'est vert, je dois écrire une réponse. Fait que je vais venir couvrir mes lignes de réponse de mon PDF avec des boîtes de texte. Puis ensuite, je vais partager la présentation Google directement dans Classroom en faisant une copie par élève. Comme ça, l'élève, il ne pourra pas déplacer la feuille qui est mise dans le thème en arrière. Il va juste pouvoir déplacer les boîtes de texte et écrire dedans. C'est la seule chose qu'il va pouvoir déplacer. La deuxième étape, je vais aller rapidement parce qu'elle demande un petit peu plus de manipulation de la part de l'élève. C'est d'installer un module complémentaire. C'est fait par Google en association avec une autre compagnie, dans ce cas-ci, Adobe Reader. Vous avez les étapes, mais ça va permettre à l'élève, une fois que c'est installé sur le vôtre et sur celui de l'élève, fait que c'est installé une fois. Fait qu'on fait la manipulation une fois. Une fois que c'est installé, là, vous avez les étapes, fait que vous pouvez le faire en direct avec les élèves. L'élève va pouvoir avoir accès à des outils directement dans son interface web, fait qu'il soit sur Google Chrome ou un autre navigateur. Il va pouvoir utiliser les outils texte, commentaires, surlignage, c'est-à-dire pour pouvoir ajouter des boîtes de texte et ajouter ses réponses directement dans votre document. La différence, c'est que contrairement aux outils Google pur, comme c'est un outil Adobe, l'élève doit faire « Save » avant de vous le renvoyer. Sinon, vous ne verrez pas ces modifications. Fait que c'est vraiment important de dire aux élèves de cliquer sur « Save ». Voilà, moi, ça aurait fait le tour. J'ai dépassé de 2 minutes mon temps de blabla. Ce que je vais faire, c'est je vais arrêter l'enregistrement. Puis là, on va être moi et ma collègue France pour répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage d'écran aussi. Arrêter l'enregistrement.